Vous êtes à l'écoute de Qu'est-ce qui se trame, votre rendez-vous hebdomadaire de musique à l'image, musique de cinéma, télévision ou bien jeux vidéo. Je suis Philippe Bélair, accompagné Vincent Elprat. Aujourd'hui, on aborde le sujet, en fait, du compositeur australien Mick Gordon, qui est un nom peut-être que sur le coup vous ne connaissez pas, surtout si vous n'êtes pas en famille avec le monde du jeu vidéo, parce qu'il s'est consacré entièrement, pour le moment du moins dans sa jeune carrière, dans le monde du jeu vidéo, qui est connu entre autres pour des jeux avec une musique, j'ai envie de dire, plus métal. Vous allez voir, peut-être pas avec l'extrait qu'on vient d'avoir, mais on va vraiment être dans un son un peu plus heavy que ce qu'on fait habituellement à l'émission. Mais on va justement plonger dans sa carrière, et entre autres connu pour Doom, le revival de 2016 et 2020, mais également d'autres jeux donc, qu'on vient d'entendre, par exemple, qui est Wolfenstein, The New World Order. Voilà. Fait que, commençons à parler un peu, Vincent. Qui est ce compositeur? Qui est Mick Gordon? Tu l'as dit, il est australien, né en 1985, donc pas très vieux. C'est vraiment un gars qui a fait sa carrière presque exclusivement dans le jeu vidéo. Ses premiers pas dans le domaine, en fait, se font chez Pandemic Studios. Pas pour rappeler de mauvais souvenirs aux gens, là, mais ça n'a pas rapport. Où il était, entre autres, designer sonore, ou en tout cas, il a contribué au design sonore du jeu Destroy All Humans 2. Qui est un jeu, je le mentionne comme ça, juste pour nous faire nous donner un petit peu de prestige, mais qui est une musique de Gary Schyman, compositeur, lui, connu pour des séries comme BioShock et des trucs comme ça, et qu'on a déjà reçu à l'émission. Yes. Enfin, avec qui on a fait une espèce d'entrevue différée. Là. Ça fait très très longtemps de ça, par exemple, je ne me rappelle même plus là, en termes d'années. Je ne crois pas, malheureusement, que l'émission est disponible encore en archive, mais enfin, juste pour dire qu'on a eu ce type-là. Mais donc, c'est comme ça donc, qu'il commence, mais ça ne prend pas de temps avant de commencer aussi comme vraiment compositeur à faire ses premières armes sur on appelle ça des saisons, parce que les jeux en ligne maintenant ont souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a comme des espèces de comme au sport, un peu des saisons là, où il y a certaines récompenses qui sont en jeu et des trucs comme ça. Donc, il y a eu un jeu, Killer Instinct en 2013, qui était aussi une espèce de suite à un jeu des années 90, si ma mémoire est bonne. Là. Alors, donc, il avait fait la musique des 2 premières saisons de ça. Et donc, on est en 2013. Ça l'amène assez rapidement vers des jeux importants dont on va parler aujourd'hui, notamment Wolfenstein, Doom, ensuite, quelques années plus tard, et un autre jeu aussi, sorti un peu dans le milieu de tout ça, qui s'appelle Prey, dont je vais vous parler également. Seulement pour mentionner donc que plus récemment, il n'y a pas eu beaucoup de projets de jeux vidéo dans les toutes dernières années, mais il s'est, et on aura l'occasion peut-être un peu de reparler pour la raison derrière ça, mais il s'est associé entre autres à un groupe qui s'appelle Bring Me the Horizon, une espèce de groupe rock metal, qui avait justement beaucoup aimé la musique de Doom et qui ont décidé, ils sont contactés puis ont décidé de lancer une collaboration dont les premières retombées ont paru le 30 octobre 2020, sous la forme d'un EP, dis-je bien, qui s'appelle Post-Human Survival Horror. Donc, on est dans les thématiques qu'il connaît très bien. Mais donc, c'est ça, c'est ce qu'il a occupé récemment. Donc, c'est ça, c'est pas une longue bio parce que le type est jeune, mais quand même beaucoup de projets d'importance dont on va parler à l'instant. Alors, je commence avec ce qui est justement après ses expériences comme sur le mode en ligne de Killer Instinct. Son premier jeu d'importance, c'est Wolfenstein The New Order. Alors, on est vraiment, puis je sais pas si c'est une thématique dans sa carrière, mais tous les jeux dont on va parler aujourd'hui sont des suites ou des reboots, ou des soft reboots, là, enfin, peu importe les nuances, de jeux qui existaient déjà. Wolfenstein, évidemment, c'est une série un peu mythique qui a vraiment été un des pionniers avec, ironiquement, Doom, du jeu à la première personne, jeu de tir à la première personne, ce qu'on appelle également les FPS. Et qui, c'est ça, Wolfenstein 3D, qui était le premier du genre, qui est sorti en 1992. Donc, celui de 2014, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec ça. Là. C'est vraiment comme un reboot, donc c'est pas une suite. Mais il met en scène, je crois, le même personnage. Je ne veux pas m'aventurer puis me tromper. Quelqu'un me corrigera peut-être sur nos réseaux sociaux, mais enfin, ça met en vedette le personnage, si on veut, de B.J. Blazkowicz. Puis c'est une espèce d'hommage au justement jeu de tir classique. Donc c'est un jeu qui est très frénétique, qui est très rapide dans son rythme,
C'est pas un jeu, tu sais, les jeux de tir plus modernes ont tendance à être un petit peu plus, entre guillemets, réalistes. Ça bouge un peu moins vite, ça met davantage l'accent sur la couverture, puis sortir au bon moment et tout ça. Alors que ça, c'est un jeu un petit peu plus, justement, à l'ancienne, avec des armes pas possibles, puis le type qui a toujours deux fusils dans les mains, puis tout ça, puis ça va très vite, tout ça. Mais le jeu a été très, très bien reçu, notamment à l'époque, et puis ça a ravi, justement, les fans du genre. La musique, intéressante, c'est aussi là qu'on va vraiment commencer à voir son style très énergique de musique à Mick Gordon. Très influent, très rock dans celui-là, je dirais. C'est style hard rock, quelque chose comme ça. Beaucoup de guitare, évidemment, la distorsion, des choses comme ça, des percussions. Puis par percussion, c'est surtout batterie, des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres styles aussi. C'est assez étonnamment même varié, peut-être comme trame sonore. Il y a des choses beaucoup plus mélodiques, beaucoup plus guitare, un peu folk country. On a entendu d'ailleurs, c'est un extrait de ça qu'on entendait juste en début de segment. Là. Donc il y a des moments comme ça, beaucoup, en fait presque étonnants dans leur caractère un peu plus intime, si je peux dire. Mais donc c'est ça fait une trame sonore qui est très variée, qui n'est pas nécessairement toujours super douce pour l'oreille, mais c'est ça, ça va avec ce que je décrivais du style du jeu. Alors, ça a assez bien fonctionné qu'il a été amené, Mick Gordon, à faire les deux suites, ou enfin deux produits dérivés de cette série-là. Le premier, c'était Wolfenstein. J'ai un blanc, là, je ne l'ai pas noté. New World Order? Non, The New Order, c'est le premier. C'est Bad Blood ou quelque chose comme ça, qui est une expansion, ce qu'on appelle communément un DLC, mais qui fonctionnait comme un jeu, entre guillemets, vous excuserez les anglicismes, mais stand-alone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de posséder le premier jeu pour pouvoir y jouer. Mais, donc il a fait ça, et il en fait ensuite, en collaboration avec le compositeur Martin Stig Anderson, la suite officielle de Wolfenstein qui s'appelle Wolfenstein 2 The New Colossus. Donc, en 2018, celui-là. Alors, puis évidemment qu'on est dans le même genre d'univers. Alors, qu'est-ce que ça raconte, entre guillemets, ces jeux-là? Ce ne sont pas des jeux nécessairement où l'histoire est au premier plan, quoique ça peut être étonnant quand même. Il semble y avoir un petit peu plus de matière de ce côté-là qu'on pourrait s'y attendre, mais j'ai parlé du personnage principal, BJ Blazkowicz, donc on est dans une espèce de monde alternatif, histoire alternative, où les nazis ont gagné la guerre et ont essentiellement pris le contrôle du monde, et nous, on se réveille, si je me rappelle bien, dans une espèce d'asile ou quelque chose comme ça, prisonnier des nazis, puis on va arriver à se libérer, puis essentiellement comme lancer une révolution qui va surtout prendre forme dans le deuxième jeu, Wolfenstein 2 The New Colossus, où là, Blazkowicz et une équipe de résistants, essentiellement se rendent sur ce qu'était l'ancien territoire des États-Unis, maintenant contrôlé par les nazis, pour essayer de le libérer. Alors, c'est ça. C'est un classique parce que le premier Wolfenstein 3D, c'était ça aussi. C'était les nazis qui étaient les méchants, parce que c'était facile à l'époque, pas besoin de justifier, pas besoin d'avoir une histoire avec des longues cinématiques pour dire pourquoi est-ce qu'on doit tirer sur des nazis. C'était comme, bon, tu sais, le méchant par défaut. Ça a longtemps été comme ça. Et ça l'est encore un peu dans certains jeux vidéo, et même dans certains films. Bref, c'est ça. Une musique, attachez vos trucs un peu. C'est le début seulement de beaucoup de musique très intense qu'on aura aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite sélection en mettant un peu l'accent sur des choses qui n'étaient pas seulement de la grosse musique forte, heureusement. Donc, une sélection qui vient surtout de New Order, parce que c'est lui qui a fait comme compositeur unique, mais aussi un petit peu de Wolfenstein 2 The New Colossus, comme je le disais, qui a été fait aussi en collaboration avec Martin Stig Anderson, entre autres, mais j'ai choisi une pièce qui est évidemment de Mick Gordon, qui est notre sujet d'analyse ou de portrait aujourd'hui. Alors voilà, c'est Mick Gordon pour Wolfenstein The New Order et Wolfenstein 2 The New Colossus.
Alors voilà, c'était la musique de Wolfenstein 1 et 2, en fait, les deux jeux début 2010, je pense, Vincent, tu me disais 2013, 2014, dans ce coin-là? 2014 et 2018, respectivement. OK, parfait, merci. Donc, on entend un petit peu, j'ai envie de réagir un peu justement sur l'esthétique, puis je vais y arriver parce que moi, je vais parler de Doom aujourd'hui. Probablement le jeu qui est vraiment, je ne sais pas qui n'était pas connu, là, mais dont tout le monde parle quand on pense Mick Gordon, très certainement. Là, ici, on a un côté plus hard rock. Ça faisait penser un petit peu, on a parlé il n'y a pas longtemps, la trame sonore du deuxième Mission Impossible, la musique de Hans Zimmer, justement, ce compositeur québécois qui gagne aux Gémeaux. Là. Mais donc, justement, dans l'esthétique, il y a un côté très narratif aussi, je trouve, dans l'évolution. Il y a beaucoup de tension dans cette musique-là. Très intéressant. J'avoue, je ne m'étais pas concentré sur cette trame sonore-là. Mais voilà. J'ai envie de parler, moi, de Doom, justement, le jeu de 2016. J'admets que j'ai plutôt pris des notes sur la musique elle-même et moins sur le behind the scenes, là, comment il est arrivé sur le projet, mais je sais entre autres qu'il avait été approché justement parce qu'il était connu sur le travail qu'il avait fait, entre autres sur Wolfenstein, parce que est-ce que ça se peut que ce soit même le même studio ou sûrement pas? Non, ce n'est pas le même studio. Mais ils l'ont approché du moins parce que justement il avait bien aimé le travail qu'il avait fait sur ces jeux-là. Puis il y a un autre jeu aussi qui m'échappe le nom, mais qui a travaillé sur différents projets. Et donc, Doom, je pense pas que j'ai besoin de présenter le jeu tant que ça, dans le sens que c'est un nom assez connu. L'original était sorti en 93, soit un an après. Vincent, tu mentionnais Wolfenstein en 1992, donc un an après. Puis le jeu, je pense qu'il était plus populaire. Je pense que tout le monde a déjà joué. En tout cas, je dis tout le monde. Ça dépend si vous êtes peut-être pas né à cette époque-là. Mais nous, on a clairement tous joué à ça. Vraiment dans les premiers, ou du moins clairement le jeu qui a popularisé le genre, le first-person shooter. Jeu complètement graphique, complètement gratuit de violence, d'explosion, de monstres et tout ça. Il y a eu plusieurs suites. Entre autres, je pense qu'ils sont rendus à Doom 3 à un moment donné, mais j'avoue que je n'ai pas tout suivi. Mais ils ont refait un genre de reboot, remake. Encore une fois, c'est pas jamais clair la distinction. En 2016, un jeu qui a été très, très, très bien reçu. Conserve la plupart des mécaniques de jeu de l'original, mais avec des meilleurs graphiques. Évidemment, on s'entend que de 93 à 2016, il y a une petite évolution qui s'est passée dans le monde du jeu vidéo. Ça se veut très intense. Et la musique, on s'entend, elle va être très intense. Beaucoup plus intense que ce qu'on a entendu. Je ne sais pas, Vincent, si dans les sélections de pièces, il y avait probablement des pièces peut-être un peu plus élevées. Mais... Oui, il y a des moments plus élevés. Mais je suis d'accord que Doom est un niveau de plus d'intensité. Oui, certainement. Ouais. Et c'est un jeu qui, je le mentionne parce qu'il va y avoir des éléments dans la musique par rapport à ça, qui alternent entre des combats rapides. J'admets que je n'ai pas tout regardé, encore une fois, même le jeu, c'est quoi l'histoire. De toute façon, les passionnés de Doom, ils vont me reprendre de toute façon en disant que je n'ai pas nécessairement bien compris. Mais ce que je comprends, c'est qu'on est sur Mars. Puis là, c'est comme plein de démons sur la planète et il faut un sauveur qui s'appelle, dans le cadre du jeu, le Doomslayer, qui arrive avec des guns puis qu'on descend des démons. En gros, c'est ce que j'ai compris dans l'histoire. Et donc, on a le temps dans des combats, justement, probablement des guet-apens, je devine qu'il y en a 2-3 dans le jeu, mais aussi des marches plus exploratoires à travers le paysage de Mars, puis aussi des buildings abandonnés ou du moins froids. Donc, il y a deux types de moments, donc les combats en tant que tels et l'exploration, ce qui n'est pas nouveau, mais cependant, la musique, je trouve qu'elle a un rapport un peu assez unique, parce que souvent, les combats, c'est là justement que la musique, dans ce cas-ci aussi, elle est plus intense, c'est là qu'il y a la tension, parce que là, on pourrait mourir et tout ça, alors que la musique, ça dépend, si vous n'êtes pas des fans de métal, vous n'allez pas être d'accord avec moi nécessairement, mais la musique des combats, je la trouve pas nécessairement tendue, c'est très violent, mais c'est plutôt... je vais mettre un extrait dans quelques instants, mais on est plus dans une espèce de glorification. On est un héros, on est un badass. La musique, c'est violent, mais elle n'est pas si tendue. Elle ne cherche pas à créer des effets d'inconfort, je pense, plutôt que quelque chose de justement convaincant. Ça donne confiance aux joueurs, j'ai envie de dire, cette musique-là. Puis c'est ce qui a fait le succès de la musique de la franchise. Tandis que les moments de tension, qui ne sont pas si tendus que ça quand même, c'est plus dans l'exploration, dans l'anticipation d'un combat, peut-être que ça apparaît. Ce que je trouve vraiment très intéressant. Les moments plus doux d'exploration, c'est beaucoup du synthétiseur, peut-être un peu de guitare, piano, mais c'est beaucoup synthétiseur, alors que les combats, c'est vraiment musique de guitare.
principalement. Je dis guitare, il y a de la batterie électronique dans ce cas-ci. Un peu de basse électrique, mais pas tant que ça. Parce qu'entre autres, pour aller chercher, bon, si vous connaissez le genre métal, vous le savez, sinon je vous en parle. Il y a une recherche depuis quelques années, enfin, c'est pas nouveau, mais d'aller chercher des guitares de plus en plus pesantes. Et donc, une guitare, normalement, ça a 6 cordes. Dans le cadre de ce jeu-là, c'est une guitare 8 cordes qui est allée chercher, si c'est pas 9 même, je me demande. C'est-à-dire qu'on rajoute des cordes graves de plus en plus. Sans entrer dans le détail, à un moment donné, puis lui-même en entrevue, il dit, c'est quasiment rendu plus une pulsation ou une espèce de bruit, de texture qu'une vraie note. Ça devient même plus grave qu'une basse électrique dans ce cas-ci. Mais sur un instrument qui n'est pas fait, qui n'a pas les cordes de la même grosseur. Fait que ça fait quelque chose d'assez violent, mais qui fonctionne très, très, très bien. Et donc, à ce moment-là, moins besoin d'une basse qui est déjà pas si présente. Ça fait que le mix aussi est beaucoup plus clair parce que c'est dans le grave, mais c'est juste des guitares qui sont là. Je vous propose, en fait, j'aimerais ça en parler un petit peu plus, mais peut-être juste aller écouter un extrait peut-être de cette trame sonore-là, juste pour avoir un peu dans la tête le son de cette musique. Puis j'en discute un petit peu par la suite. Donc, je vous mets peut-être la pièce qui est la plus connue, qui est BFG Division, que la plupart des gens parlent. La pièce dure 8 minutes, on ne la mettra pas complet, qui est probablement la pièce la plus célébrée. Donc, je vous mets un court extrait, puis on en discute par la suite. Voilà, donc court extrait, encore une fois, un son un peu différent de ce qu'on met à l'émission normalement, et surtout ce que CISM met le matin sur ses ondes. Donc, moi, j'aimerais revenir parce que, bon, juste dire, je l'ai dit un peu tantôt, mais juste dire que c'est la musique métal dans le jeu, c'est quoi l'effet que ça crée. Le métal, c'est un genre très, très, très varié. Ce serait comme dire, on a mis de l'orchestre. L'orchestre, c'est pas juste pour des moments sentimentaux. Ça peut venir pour représenter toutes sortes d'émotions. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve que dans l'inspiration, on le dit un peu tantôt aussi, mais j'ai l'impression qu'on entend plus des influences du métal des années 2000 que quelque chose de très moderne ou très ancien. Peut-être que ça va avec l'âge du compositeur. Là. Il y a 38 ans aujourd'hui à ce moment-là. Je sais parce que c'est à peu près notre génération. C'est la musique dans laquelle on a un peu plus grandi adolescent. Mais je trouve qu'on a un côté un peu new metal, ces bars, un peu très rythmé à la Meshuggah qui apparaît. Gordon l'a dit à plusieurs reprises lui-même, qui est un fan de métal progressif. On entend des styles un peu dans le gent, dans la guitare, très saccadé, guitare très traitée également. C'est pas juste de la distorsion rock, là, il y a beaucoup de filtres et d'effets à l'intérieur. Les cordes graves, comme on l'a mentionné, des gros sons, mais un côté qui est, je trouve, assez groovy. On aurait pu aller, puis je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots ici, mais dans du doom metal. Et bien sûr, le doom metal n'étant pas relié au jeu lui-même, mais plutôt un côté très apocalyptique de la musique, donc une musique extrêmement lente. Je dis ça pour les gens qui connaissent un peu moins le genre, très tendu un petit peu. On n'est pas là, on a des tempos assez rapides, très syncopés. Là, peut-être moins l'extrait qu'on a entendu là, mais dans beaucoup de trucs qu'on va entendre aujourd'hui, c'est assez syncopé comme musique. Ce qui donne un côté, justement, j'ai quasiment envie de dire dansant. Là, je le pousse un peu à l'extrême. Mais par rapport à d'autres types de musique, où si on va vers du black metal avec du blast beat, c'est encore peut-être plus violent, mais qui est plus un mur de son, on n'est pas là-dedans du tout en ce moment. Oui, les sons sont lourds, mais c'est très découpé. Quand je dis pas de basse, ça doit aider également. Si je peux me permettre, il y a un travail sur le mix qui est assez impressionnant aussi, là, à quel point tout est vraiment à sa place, ça s'écoute vraiment bien à ce niveau-là, on peut admirer la production. Puis juste pour aussi rebondir sur l'histoire de rythme, la recherche rythmique, elle est fascinante là-dedans. Pour moi qui n'est pas un adepte ou un connaisseur de ce style musical-là, évidemment, il faut que je reconnaisse que rythmiquement, l'aspect progressif dont tu disais, là, se fait beaucoup entendre. Puis j'ai vu quelques transcriptions des fois, il faudrait que je retrouve les sources, là, mais de certains des rythmes qui sont utilisés dans des pièces. Ouais. Il y en a qui sont un petit peu plus carrés, là, peut-être celles qu'on a entendues entre autres, mais quand même, comme tu dis, il y en a qui sont plus syncopés, des trucs comme ça, puis des rythmes là, vraiment flyés. Là, c'est toute une recherche de ce côté-là.
Tout à fait. Puis dans le côté sonore aussi, souvent les synthétiseurs. Peut-être un petit peu plus dans le suivant, Doom Eternal, parce qu'il a refait une suite en 2020, qui est une longue histoire qu'on parlera un peu plus tard à l'émission aujourd'hui. Mais qui a poussé sa recherche encore plus loin dans les synthétiseurs, la distorsion, les effets. C'est vraiment une approche, puis c'est ça je pense qu'il faut mentionner pour Mick Gordon. On n'est pas dans une approche traditionnelle de musique à l'image, je trouve, pour plein de raisons, dans l'exploration, son travail, son background. J'avoue que je ne connais pas beaucoup, mais je pense pas qu'il vient d'un milieu de musique classique ou quoi que ce soit. Mais ça s'y prête si bien dans le jeu, parce que, là, ce sera la prochaine section que je veux aborder, puis en même temps, je ne vais pas passer l'émission au complet là-dessus, mais sur comment la musique s'intègre dans le jeu. Parce que sur le coup, là, c'est sûr qu'historiquement, la comparaison, c'est pas la route, mais ça m'a fait penser, on avait parlé il y a quelques mois, je pense en novembre de l'an passé, d'un jeu qui s'appelait Metal Hellsinger. Je ne sais pas, Vincent, si tu te rappelles, c'est une émission de nouveauté, qui était un jeu vidéo de combattre des démons aussi. Là. Clairement que ça a été inspiré de Doom, il faut remettre dans l'ordre, là, très certainement. Et qui c'était de la musique métal. Mais là, c'était une approche très différente. Il y avait la question de construire des combos, genre si tu ne faisais pas toucher, puis plus tu descendais d'ennemis rapidement, tu montais tes combos, ça fait très arcade, là, et on pensait, au début, c'était juste la basse avec la batterie, la guitare s'ajoute, puis jusqu'à la voix qui s'ajoute, le scream. Et donc, là, on a quasiment l'impression que c'est une musique qui est le personnage, là, je pense à Guardian of the Galaxy, là, a les écouteurs sur la tête, puis fait toutes sortes de toutes ses actions. Mais il y a comme une espèce de... Il est très détaché de ce qui se passe réellement, qui est une scène extrêmement violente. Mais il est comme dans sa bulle un petit peu, comme un peu au cinéma ou je ne sais trop. Bon, vous allez me dire que le jeu vidéo, c'est pas la vraie vie, là, mais vous comprenez quand même. Alors que dans le cas de Doom, il y a un peu ça, mais il n'y a pas de voix. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à mentionner. Oui, je pense que quelquefois, surtout Doom Eternal, il y a du cœur, mais un cœur, c'est quasiment pour moi l'instrumental par rapport à... il n'y a pas de lead singer qui growl sur la musique. Donc, c'est déjà ça, il y a une grosse différence. Et la musique, justement, la façon qu'elle est construite, c'est assez intéressant. Donc, je lisais en entrevue que Mick Gordon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit ses pièces musicales un peu comme des chansons métal typiques, donc avec des riffs qui seraient des couplets, des refrains. Et il fait des alternances intéressantes, entre autres que les couplets ont tendance à être beaucoup plus tranquilles, comme dans bien des chansons. Puis les refrains, c'est les bouts un peu plus forts. Et il y a beaucoup de loops, il y a beaucoup de variations qu'il a créées avec du hasard pour que ce soit naturel. Et c'est les actions des joueurs. J'admets, je ne pourrais pas dire lesquelles, qu'est-ce qui fait ça, mais c'est comment le joueur joue qui permet d'enchaîner d'une section à l'autre, de passer d'un couplet à un refrain de façon assez fluide. Mais comme souvent en musique à l'image, le fait de prendre des courtes cellules musicales, puis les varier, les enchaîner, permet quand même un peu plus de variation. Mais justement, c'est vraiment intéressant de voir que justement, la musique vraiment n'est pas en background, mais vraiment, elle est influencée, elle existe directement via les actions des joueurs. C'est ce que j'essaie de mentionner ici. En mentionner également que le thème, en fait, la musique utilise quelques éléments de la trame sonore originale de 93. Je trouve un peu dans l'ambiance, mais ça, on en parlait un petit peu hors d'onde, qu'effectivement, selon les différents ports, la musique est un peu différente, mais les quelques extraits que j'ai écoutés, puis j'avoue, je ne me rappelais pas du jeu au départ, cette espèce de côté très énergique était également là dans l'original. Puis, un petit fun fact que je trouvais amusant également, c'est que dans le jeu, en général, les concepteurs se sont amusés à mettre toutes sortes de ce qu'on appelle les Easter eggs, là, des espèces de petits trucs cachés. C'est pas fait pour être vu nécessairement, mais qui... C'est plus pour le plaisir que des concepteurs cachent des éléments dans un jeu ou dans un film. Dans ce cas-ci, il y a une chanson qui s'appelle Cyber Demon sur la trame sonore qui a des messages cachés parce que si on passe à travers un spectrogramme étant une espèce de visualiseur de la musique où ce que je vous fais ça très imagé là, de loin, là, mais sur l'axe des X, on retrouve j'ai la misère à l'expliquer, la longueur, où ce qu'on est rendu dans la chanson, puis les différentes fréquences. En fait, c'est pas important l'explication, mais dans le spectre sonore, ce qu'on regarde, il y a des espèces de pentagrammes très Satan et 666 qui est caché un peu partout à l'intérieur du son. C'est un fan qui a trouvé ça là, qui s'appelle Tom Butcher, est-ce que c'est son nom sur les réseaux. Bref, fun fact, qu'on retrouve justement des symboles de ce type-là. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je mettrai l'image à ce moment-là. Voilà, fait que je sais que c'est quand même assez rapide comme présentation, mais ça donne un peu une idée. Ce que je propose, c'est qu'on a écouté quelques pièces provenant de cette trame sonore, donc Doom 2016, musique de Mick Gordon, très certainement.
Voilà, c'était la musique, mon Dieu, énergique du jeu Doom de 2016. Donc, c'est Mick Gordon aujourd'hui dont on couvre globalement la carrière à travers certains de ses projets les plus importants. Moi, je vais vous ramener d'un côté un peu plus calme, rassurez-vous, après tant d'énergie, avec un jeu qu'il a fait, ou à tout le moins qui est sorti 1 an seulement après Doom, qui s'appelle Prey. Moi, je vais être franc, en fait, c'est pas mal par ce jeu-là que j'ai connu Mick Gordon, enfin que j'ai connu son travail. Je savais qu'il était associé à Doom, mais je n'avais pas vraiment écouté ou joué au jeu. Mais Prey, par exemple, ça a été vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement et auquel j'ai joué plusieurs fois. Et puis, c'est ça, la musique aussi m'avait toujours bien plu. Donc, d'abord, c'est ça. Prey, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, on est encore, étonnamment, presque tous les jeux récents, en tout cas les gros projets de Mick Gordon sont des jeux de tir à la première personne, Prey également, sauf que celui-là, plutôt que d'être axé sur l'action, est plutôt axé sur des éléments d'horreur, de survie, de tension. C'est aussi un peu une résurgence d'un style qui était très populaire dans les années 90 avec des jeux comme Thief, comme Deus Ex, ce qu'ils appelle le Immersive Sim. Donc, un jeu qui se veut, un petit peu comme ça le dit, là, une espèce de simulation avec beaucoup de gestion, d'équipement, puis des trucs comme ça. Bref, encore un peu un jeu, un espèce d'hommage à un style de jeu qui a connu ses heures de gloire dans les années 90. Celui-là est développé par Arkane Studios et distribué par Bethesda. Et qu'est-ce qui se passe en gros dans le jeu, là, c'est qu'on explore une station spatiale qui est en orbite autour de la Lune, qui s'appelle Talos 1. Et on est dans une espèce aussi de réalité monde alternatif où la course à l'espace s'est jouée un peu différemment et a amené des développements scientifiques beaucoup plus rapides que ce qu'on connaît. Et donc, sur cette base spatiale-là, ce qu'ils font, c'est des recherches scientifiques sur une espèce extraterrestre qu'ils ont découvert un peu en catimini, qui s'appelle le Typhon et qui possède des espèces de pouvoirs physiques et psychiques. Et puis, ils essaient de développer des produits à partir de ça qui vont pouvoir être transférables chez les humains. Et là, nous, on se réveille, le joueur, sur la station spatiale au lendemain de ce qui semble avoir été une espèce de catastrophe où les créatures extraterrestres se sont échappées et ont essentiellement décimé la population de la station spatiale. Donc, c'est ça, c'est très intéressant comme jeu, évidemment, un style peut-être qui ne sera pas en accord avec tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. La musique est assez discrète, il n'y en a pas énormément. D'ailleurs, la trame sonore, l'album, est assez court. Cela dit, je pense que toute la musique du jeu ne s'y retrouve pas. Là. Il y a plusieurs éléments qui n'y sont pas, mais quand même, c'est ça. C'est pas une musique qui est excessivement présente. Elle est là dans des moments très choisis. Souvent, c'est par exemple quand on arrive dans un nouveau secteur ou qu'on découvre un nouveau raccoin ou encore qu'on arrive sur une vue un peu spectaculaire, soit de l'espace ou je sais pas trop quoi, qu'il y a un accompagnement musical. C'est très scripté comme moment. C'est un peu l'inverse de Doom, très peu interactif. Et puis c'est ça, donc c'est des moments très choisis. Le reste du temps, c'est plutôt de l'ambiance, à la limite du design sonore. C'est pas tout à fait clair ce que Mick Gordon a contribué sur ces aspects-là. Chose certaine, ça se retrouve essentiellement pas sur la trame sonore. Donc ce qu'on a, c'est les moments justement un petit peu plus musicaux au sens mélodique et tout ça. Exit la distorsion, les grosses guitares, les trucs comme ça. La guitare est encore présente, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus pure, un son beaucoup plus clean. Ça donne un côté très rétro à tout ça, un peu mélancolique aussi par moments. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les musiques ont beaucoup de personnalité malgré leur présence très éparse sur la trame sonore et dans l'expérience du jeu. Mais donc, c'est ça. Ça va avec l'esthétique du jeu aussi. La station spatiale est designée d'une façon qui rappelle un peu les années 60, mais c'est supposé être comme en 2030 ou je sais pas trop quoi. Il y a ce côté-là un peu rétro-futuriste dans le jeu. Encore une fois, qui est un hommage à beaucoup de jeux précédents. Là. On pense entre autres à BioShock, qui a pas la même esthétique, mais la même idée, un peu de rétro-futurisme. Là, c'était quelque chose qui a été pas mal exploité. Bref, sans plus tarder, je vais vous faire écouter quelques pièces, justement, où vous allez pouvoir constater ce que je décris, du jeu Prey, toujours du compositeur Mick Gordon.
C'était la musique de Prey de Mick Gordon, ce qui conclut essentiellement notre tour d'horizon, portrait de ce jeune compositeur de musique de jeux vidéo très dynamique. Je terminerai en mentionnant, parce que vous avez peut-être noté un certain absent dans nos présentations aujourd'hui, la suite du reboot de Doom de 2016, sorti en 2020, celui-là, Doom Eternal. Ben, c'est parce que l'histoire, en fait, est remplie de controverses autour de ça, et c'est à la fois fascinant et un peu démoralisant de lire là-dessus, mais je vous invite fortement à aller regarder ça. Je pourrais mettre des liens peut-être sur notre publication Facebook, notamment là, vers certaines justement des publications, des articles qui ont été écrits par les principaux acteurs de cette controverse-là. Mais si j'ai à la résumer en quelques temps, et en fait, ça touche un peu aussi Prey par la même occasion, étonnamment, parce que c'est Bethesda qui a publié aussi Doom. Donc, c'était le même distributeur, si on veut. Pas le même développeur, mais distributeur. Donc, oui, il y a eu un petit peu aussi de difficulté autour de Prey. Au début, semblait-il que Mick Gordon s'était fait dire qu'il n'y avait pas d'OST de soundtrack de trame sonore qu'elle allait publier. Alors lui, comme allait vaquer à ses affaires, mais finalement, il s'est rendu compte que Bethesda l'avait fait un petit peu sans le consulter, puis il y a finalement une trame sonore qui est justement, qu'on connaît aujourd'hui en album. L'histoire sur Doom Eternal est beaucoup plus complexe et longue, c'est pour ça que je vais la résumer grossièrement aujourd'hui, mais juste pour dire qu'essentiellement, il y a eu beaucoup de controverses au moment de la sortie de cet album-là, Doom Eternal, entre autres, qui était distribué avec l'édition collecteur du jeu, donc des gens qui avaient payé plus cher pour avoir toutes sortes de cadeaux avec ça, dont la trame sonore. Et la première chose que les gens ont constaté, c'est que la qualité était très, très, très inférieure à Doom 1, mais aussi juste à ce qu'on pourrait s'attendre d'une trame sonore professionnelle comme ça. Même par rapport au jeu. Par rapport au jeu, même. Oui, tout à fait, par rapport au jeu. C'est sûr qu'un jeu comme Doom qui est très interactif, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour que ça se transcrive, que ça se transfère bien à une trame sonore, un album traditionnel, mais quand même, oui, il y avait beaucoup de problèmes de montage, de choses qui étaient vraiment très inférieures à un produit professionnel. Et Mick Gordon s'est exprimé là-dessus parce qu'il se faisait accuser d'avoir fait une job bâclée, puis il a dit essentiellement c'est pas moi qui ai mixé ça. Et là ça appartient à une espèce de tourbillon où lui et la personne qui à l'époque était comme le directeur essentiellement du jeu, Marty Stratton, qui a accusé à son tour Mick Gordon de ne pas avoir rempli ses obligations quant à la production de la trame sonore et tout ça. Et ça a mené à beaucoup d'invectives de la part de gamers là, un peu toxiques, là, comme on sait qu'ils peuvent être, qui sont mis même à carrément lui écrire à la maison des insultes et des menaces de mort, des choses comme ça. Bref, vraiment pas drôle. Et ça a amené Mick Gordon à publier un long article sur le site, je crois, medium.com, où essentiellement il explique son côté de l'histoire de manière c'est un long article, très détaillé, capture d'images, liens vers des articles, tout ça à l'appui. C'est très détaillé. Évidemment, j'ai pas été, je veux dire, moi je suis un spectateur comme tout le monde de cette histoire-là, mais c'est dur de pas croire la version de Mick Gordon là-dessus, tellement c'est raconté avec minutie. Est très correct. Là, il n'attaque personne d'un point de vue personnel, sinon que pour évoquer les faits. Alors évidemment, tout ça est allégué, mais quand même, si vous vous intéressez un peu aux coulisses, notamment du monde des jeux vidéo, évidemment que ça, c'est le côté très sombre de la chose, mais c'est fascinant et c'est un peu démoralisant, mais c'est important, je crois, d'en parler de ça. Pour établir les faits quant à la trame sonore, cette trame sonore-là précisément, mais aussi juste pour dire que malheureusement, même si cet exemple-là est un petit peu exacerbé et extrême, dans le comportement toxique de beaucoup de gens, y compris chez les studios et tout ça, mais juste pour dire que malheureusement, c'est le genre d'abus qui n'est pas unique à cette histoire-là et à ce studio-là, ça s'est répété. En plus de la production de la trame sonore, semble-t-il que sur le jeu lui-même, Doom Eternal, il y a, au début, quand il y a un contrat qui est signé pour la musique de jeu, ça se fait d'habitude avec une évaluation du nombre de minutes de musique qui doivent être écrites pour ce jeu-là. Pour Doom, je pense que c'était 140 quelques minutes. Et rapidement, ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas vraiment la route, mais c'était très compliqué à faire. Puis surtout, beaucoup de musique qui avait été soumise, mais rejetée par le studio. Finalement, à la grande surprise de Mick Gordon, s'est retrouvé sur le jeu. Ils ont utilisé une grande quantité de musique, presque le double de ce qui avait été convenu au départ. Et il y a pendant très longtemps, n'a pas été payé pour ça. Même encore aujourd'hui, je pense que l'état de ça est un petit peu dans les airs. Là. Je pense que tout ça n'est pas résolu, ou en tout cas, je n'ai pas lu comme quoi ça l'était. Mais bref, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail qu'il aurait fait pour lequel il n'aurait pas été rémunéré, ou en tout cas, ça a été très compliqué pour l'être. Bref, une histoire complexe
qui ne dépeint pas le milieu du jeu vidéo à la meilleure lumière, mais bon, c'est en même temps un cas d'exception. Je pense qu'il y a la majorité des collaborations se font bien. Bref, on mettra les liens vers les articles en question, puis vous irez lire ça. C'est à la fois intéressant, informatif et bien sûr un peu déprimant, mais important d'être au courant de ce genre de choses-là, particulièrement si on est fan de jeux vidéo et de musique de jeu. Et puis même si ça ne touche pas les mêmes studios, même le même milieu en général, c'est pas sans rappeler les combats aussi que les deux syndicats, là, les auteurs, j'avoue que j'ai misère à le traduire en français comme ça, là, mais les acteurs également, les scénaristes et les acteurs, c'est une grosse grève aux États-Unis. Il y a certains sujets qui embarquent là-dedans. Bref, peut-être un amalgame un peu maladroit, mais je le mentionne quand même. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là à l'émission. Merci Vincent, comme toujours. Toujours un plaisir de faire l'émission avec toi. Merci les gens qui nous écoutent sur les différentes plateformes. Donc justement, nous sommes rendus, en fait, vous pouvez écouter à plusieurs endroits. On est en direct sur les ondes de CISM les mercredis 10h30 à midi. Par la suite, on est également en balado sur notre site web qui est qu'est-ce-qui-se-trame.podbean.com, ou sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur les applications comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, et la plupart des applications, on est là-dessus. Et également en format vidéo sur YouTube, si vous voulez voir un peu quoi ça ressemble quand on se parle, mais ça reste une émission de radio quand même, mais bon, on est également sous format vidéo. Voilà, donc j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, et puis sinon, on vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut!